Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le comité scientifique de m'avoir confié ce travail. Je tiens à remercier le comité scientifique de m'avoir confié ce travail si intéressant. Donc, je vais vous parler des bases neuroanatomiques et fonctionnelles du système oculomoteur central. Donc, comme objectif pédagogique, le praticien à la fin de ce cours devra être capable d'identifier les principales structures anatomiques du système oculomoteur central, connaître l'organisation centrale des mouvements oculaires binoculaires, maîtriser les voies oculomotrices supranucléaires pour mieux évaluer les différentes anomalies liées à leur atteinte, connaître les voies vestibulo-oculaires pour mieux évaluer le réflexe oculocéphalique correspondant au réflexe vestibulo-oculaire et l'intégrer dans son raisonnement diagnostique. Et enfin, connaître le circuit anatomo-fonctionnel propre à chaque type de mouvement oculaire. Donc, pour ce qui est du plan de secours, tout d'abord, je vais commencer par des généralités sur la fonction oculomotrice. Ensuite, je parlerai de l'organisation centrale des mouvements oculaires binoculaires, puis du système saccadique. Après, discuter les différents systèmes de stabilisation visuelle, à savoir le système de poursuite, le réflexe vestibulo-oculaire et le système de fixation avant de conclure. Donc, les circuits oculomoteurs sont étendus depuis le cortex cérébral, commandant les mouvements oculaires, jusqu'au noyau oculomoteur du tronc cérébral, exécutant ces mouvements. Donc, la motricité oculaire présente une organisation qui est très particulière, justifiée par un certain nombre d'éléments. Cette fonction oculomotrice permet d'optimiser la fonction visuelle avec un double rôle, un rôle passif de stabilisation du globe oculaire pour assurer la stabilité des images du monde environnant sur la rétine et un rôle actif d'orientation du regard pour l'analyse visuelle d'objets d'intérêt dans l'environnement. Plusieurs types de mouvements oculaires sont distingués, se différenciant par des organisations anatomiques et physiologiques différentes. Donc, à savoir des mouvements de stabilisation du regard, que sont la fixation visuelle et les réflexes vestibulo-oculaires et optocinétiques, et des mouvements oculaires d'orientation du regard, à savoir la poursuite, les saccades, les phases rapides du nystagmus et la vergence. Il faut savoir que les systèmes oculomoteurs sont organisés de façon comparable et comportent un système d'exécution au système oculomoteur efférent, représentant la voie finale commune à tous les mouvements oculaires, constitué des noyaux, des nerfs et des muscles oculomoteurs. Un système prémoteur, générateur du mouvement, situé dans le tronc cérébral, qui code les différents paramètres du mouvement oculaire, comme la direction, l'amplitude et la vitesse. Un système de commande oculomotrice transmise au générateur. Il peut être localisé dans le tronc cérébral ou au niveau cortical. Il est différent pour chaque classe de mouvement oculaire. Et enfin, un système de contrôle assurant la bonne exécution et la précision du mouvement oculaire ou inhibant les systèmes prémoteurs lors de la fixation du regard. Donc, commençons par l'organisation centrale des mouvements oculaires binoculaires. Donc, lorsque le regard se déplace dans un plan frontal, les deux yeux sont coordonnés par des mouvements de version, c'est-à-dire des mouvements horizontaux ou bien verticaux. Lorsque le regard se déplace dans un plan sagittal, c'est-à-dire en profondeur, les mouvements oculaires auront un sens opposé, réalisant ainsi des mouvements de vergence, c'est-à-dire la convergence ou bien la divergence. Il faut savoir que l'organisation du mouvement oculaire, horizontaux, verticaux ou torsionnels, en version ou bien en vergence, repose sur des structures neuronales centrales différentes. Pour ce qui est des mouvements oculaires horizontaux, le noyau abducens dans le pont constitue le centre assurant les mouvements de latéralité du regard. Il contient des neurones innervant le muscle droit latéral du même côté, des interneurones qui, de manière indirecte, permettent la contraction conjuguée du muscle droit médial de l'œil opposé.
L'interneurone chemine après décussation dans le faisceau longitudinal médian. Pour ce qui est de la convergence, pour ce qui est de la vergence, elle est organisée au niveau mésencéphalique. C'est au niveau de l'aire supra-oculomotrice, située 1 à 2 mm en arrière du noyau oculomoteur commun. Les neurones de cette aire projettent vers les deux noyaux oculomoteurs pour assurer la convergence et les noyaux abducens pour la divergence, comme c'est illustré sur le schéma. Pour les mouvements oculaires verticaux, ils sont essentiellement contrôlés par le mésencéphale, qui contient les noyaux du nerf oculomoteur commun et les noyaux trochléaires. La verticalité vers le haut est assurée par les nerfs du 3, le troisième nerf crânien. La verticalité vers le bas est assurée par les nerfs du 3 et les nerfs trochléaires. Les motoneurones innervant le muscle droit supérieur, il faut savoir que ces motoneurones décussent au niveau même du noyau du nerf oculomoteur commun. Donc, ce qui n'est pas le cas des autres motoneurones de ce noyau. Cette particularité entraîne un syndrome nucléaire oculomoteur, aisément reconnaissable en pratique clinique, que l'on aura l'occasion de voir avec professeur Belhassan. Donc, enfin, les motoneurones émanant du noyau trochléaire décussent aussi à leur émergence à la partie dorsale du tronc cérébral. Donc, nous en venons maintenant au système saccadique, à la motilité oculaire exploratoire, les saccades. Il s'agit les saccades correspondent à des mouvements oculaires rapides servant principalement à orienter le regard vers une cible ou un objet d'intérêt. Ils mettent en jeu une circuiterie impliquant certaines régions du cortex frontal et pariétal, des voies descendantes passant par les noyaux gris centraux, le colliculus supérieur, le cervelet, et plus directement vers les structures de commande prénucléaires du tronc cérébral. On distingue différents types de saccades déclenchées par des stimulations spécifiques, à savoir des saccades volontaires, les saccades volontaires ou intentionnelles, les saccades automatiques ou réactives, les saccades spontanées, les saccades d'exploration, et enfin les phases rapides des nystagmus. Donc, passons maintenant à la commande supranucléaire des saccades. Deux classes de neurones du tronc cérébral représentent des structures majeures dans la commande des saccades, dans la commande des différents types de saccades, à savoir les saccades horizontales, verticales ou tensionnelles. Des cellules à bouffer aux burst neurons, donc ils sont directement responsables de la commande de la saccade. Pour les saccades horizontales, ils sont localisés dans la formation réticulée pontine paramédiane. Ces cellules déchargent donc pour les saccades, essentiellement pour les saccades, préférentiellement pour les saccades ipsilatérales, alors que pour les saccades verticales et torsionnelles, ces cellules sont localisées dans le noyau rostral interstitiel du faisceau longitudinal médian, localisé au niveau mésencéphalique, et ces cellules déchargent indifféremment pour les saccades vers le haut ou le bas, mais préférentiellement pour les saccades tensionnelles ipsilatérales. En revanche, les cellules omniposes, donc le nom omnipose tire le mot omnipose, c'est lié à la décharge neuronale pour tous les types de saccades, qu'ils soient verticaux, horizontaux ou bien torsionnels. Donc, ce qui justifie cette terminologie, on dit omnipose, c'est par rapport à la décharge qui est liée à différents types de saccades. En revanche, les cellules omniposes ont une activité tonique permanente, inhibitrice sur les cellules à bouffer, qui disparaît lors de la réalisation d'une saccade. Ils sont localisés dans la formation réticulée pontique paramédiane. Donc, comme on vient de dire, ils déchargent pour tout type de saccade. Donc, comme application clinique,
en pathologie centrale une atteinte de ces structures prémotrices, que ce soit la formation réticulipontine paramédiane ou bien le noyau rostral interstitiel du faisceau longitudinal médian, spécifique des saccades, est à l'origine d'un syndrome supranucléaire qu'on verra plus tard. Quant au contrôle cortical et sous-cortical des saccades, donc le sillon, comme c'est illustré sur le schéma, le sillon intrapariétal active les structures du tronc cérébral après un relais obligatoire dans le colliculus supérieur. Donc le cortex frontal est plus impliqué dans le contrôle des saccades intentionnelles. Le colliculus supérieur participe à l'élaboration de la commande de saccade dirigée vers une cible, notamment visuelle. Les neurones colliculaires sont soumis au contrôle inhibiteur des neurones des noyaux gris centraux. Les régions du cervelet oculomoteur participant au contrôle des saccades sont représentées par les lobules 6 et 7 du vermis postérieur et le noyau fastigial. Maintenant, on va discuter, on passe au système de stabilisation visuelle. Différents systèmes oculomoteurs assurent selon les circonstances, la stabilité oculaire. L'œil peut être maintenu stable sur une cible en mouvement par le système de la poursuite oculaire. Lors de déplacement du sujet dans son environnement, les systèmes de stabilisation tels que le réflexe optocinétique et le réflexe vestibulo-oculaire agissent conjointement pour stabiliser le regard sur l'environnement visuel. Lorsqu'un objet stable est fixé sans déplacement du sujet, le système de la fixation a pour objectif de limiter le bruit oculomoteur. Le bruit oculomoteur correspond à certains mouvements oculaires minimes produits involontairement. Donc, on va les voir en détail dans la diapo suivante. Le dysfonctionnement de l'un ou l'autre de ces systèmes a pour conséquence une instabilité oculaire. Nous en venons au système de poursuite. Il s'agit d'un système long permettant de maintenir stable sur la foveale l'image d'une petite cible mobile, reposant sur une représentation interne de la trajectoire de la cible dans l'espace, donc assurée par un circuit neuronal complexe mettant en jeu des aires corticales visuelles sensibles au déplacement des objets, assurant la commande de la poursuite, et des noyaux du tronc cérébral et le cervelet comme jouant le rôle de structure prémotrice et de contrôle. Donc voici un schéma illustrant le circuit anatomo-fonctionnel de la poursuite oculaire. Les informations rétiniennes de vitesse et de direction d'une cible mobile sont intégrées surtout au niveau de l'aire temporale moyenne, puis véhiculées à l'aire temporale supérieure médiane, l'aire oculomotrice frontale et les noyaux dorsolatéraux du pont. L'aire moyenne temporale supérieure combine le signal visuel au signal, l'aire temporale supérieure moyenne combine le signal visuel au signal de vitesse de l'œil et envoie ces informations ipsilatéralement aux noyaux dorsolatéraux du pont. Il faut savoir que l'aire oculomotrice frontale est importante pour la programmation des mouvements prédictifs et l'initiation de la poursuite et projette indépendamment sur le noyau dorsolatéraux du pont ipsilatéral. Ce dernier contient un mélange de signaux visuels et oculomoteurs qui sont transférés contralatéralement au lobe flocculo-nodulaire ou bilatéralement au vermis cérébelleux. Le cervelet joue un rôle critique dans la synthèse de ces informations reçues et envoie des afférences, soit directement ou indirectement, aux noyaux vestibulaires ipsilatéraux. Ces derniers sont connectés au noyau oculomoteur du tronc cérébral, notamment le noyau du 6, le noyau abducens contralatéral. Pour ce qui est du réflexe vestibulo-oculaire,
Le labyrinthe vestibulaire est une structure membraneuse, comme c'est illustré sur ce schéma, remplie de liquide endolymphatique, localisé dans l'os temporal en arrière de la cochlée. Il est constitué de 3 canaux semi-circulaires, à savoir un canal horizontal ou bien latéral et 2 canaux verticaux, antérieurs et postérieurs. En plus des saccules représentés par l'utricule et le saccule. Les canaux semi-circulaires sont orientés horizontalement ou verticalement et sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Il faut savoir que les récepteurs de l'utricule et du saccule, c'est-à-dire les macules autolytiques, sont stimulés au cours des accélérations linéaires de la tête qui sont induites par les mouvements d'inclinaison ou de translation de la tête. Ces informations relatives aux mouvements de rotation, de translation et de position seront transmises au système vestibulaire central par le biais du nerf vestibulaire, se terminant au niveau des noyaux vestibulaires. Le réflexe vestibulo-oculaire permet la stabilisation du regard dans l'espace lors des déplacements de la tête, utilise des signaux de déplacement et de position de la tête émanant des récepteurs vestibulaires et induit ainsi un mouvement compensateur contralatéral au déplacement de la tête. Donc voici un schéma qui illustre les voies de l'oculomotricité vestibulaire, les mouvements de latéralité. Pour les mouvements horizontaux, donc induits par la stimulation des canaux semi-circulaires latéraux, les voies du réflexe vestibulo-oculaire se dirigent vers le noyau abducens contralatéral, rejoignant la voie finale commune des mouvements de version horizontale, comme on a vu tout à l'heure. Donc, le deuxième schéma, toujours dans le cadre de l'étude des réflexes vestibulo-oculaires, donc ça représente les voies de l'oculomotricité vestibulaire, les mouvements de verticalité. Donc, pour les mouvements verticaux et torsionnels, les voies du réflexe vestibulo-oculaire se dirigent de façon bilatérale vers les noyaux du nerf oculomoteur commun et du 4, et le noyau interstitiel de Cajal, situé au niveau mésencéphalique. Donc, ce noyau assure le contrôle du réflexe vestibulo-oculaire dynamique et statique, vertical ou torsionnel. Donc, pour les mouvements d'élévation et d'abaissement, la stimulation des canaux semi-circulaires verticaux est simultanée, permettant une activation bilatérale des voies du réflexe vestibulo-oculaire et une contraction des 4 muscles agonistes élévateurs, c'est-à-dire les 2 muscles droits supérieurs et obliques inférieurs, ou abaisseurs, c'est-à-dire les 2 muscles droits inférieurs et obliques supérieurs. Pour ce qui est des mouvements de torsion, la stimulation des canaux semi-circulaires verticaux ipsilatéraux à la rotation est simultanée, permettant une activation unilatérale des voies du réflexe vestibulo-oculaire et une contraction des intorteurs ipsilatéraux et extorteurs contralatéraux. Donc, comme application clinique, l'étude du réflexe vestibulo-oculaire revêt une importance cruciale donc, en pratique clinique. Donc, sa dysfonction se manifeste soit par un nystagmus vestibulaire central, soit par un tableau de skew deviation ou de réaction d'inclinaison oculaire. Son examen aide au diagnostic de syndrome supranucléaire lorsqu'il est préservé par rapport aux saccades et à la poursuite. Dans ce cas, il est évalué, le réflexe vestibulo-oculaire est évalué dans ce cas dans le plan horizontal et au vertical, en testant le réflexe oculocéphalique. Nous en venons maintenant au réflexe optocinétique. Donc, il permet de maintenir stable le regard dans l'espace lors des déplacements des images de l'environnement visuel sur la rétine. Il utilise les signaux de déplacement de l'image de l'environnement visuel sur la rétine périphérique. Il induit un mouvement compensateur lent ipsilatéral au déplacement visuel. Le nystagmus optocinétique est aisément observable chez un passager regardant défiler le paysage lors d'un voyage en train. Il s'agit d'un mouvement de va-et-vient composé de phases lentes, d'une phase lente suivant le paysage et d'une phase rapide de recentrage des yeux dans l'orbite. Ce système optocinétique partage
de nombreuses structures avec le système de poursuite oculaire et le système vestibulaire. Ce schéma illustre les différentes structures anatomiques impliquées dans le contrôle du réflexe optocinétique. En bleu, illustré en bleu, et vestibulo-oculaire, illustré en rouge. Donc, les informations visuelles, les informations rétiniennes transmises soit au cortex visuel primaire, soit directement à certains noyaux contralatéraux du tronc cérébral, à savoir le noyau du tractus optique et les noyaux du tractus optique accessoire. Ensuite, ces informations seront véhiculées vers les aires temporales supérieures moyennes et les aires temporales temporales médianes, qui sont aussi connectées au noyau du tractus optique et au noyau du tractus optique accessoire, rejoignant in fine les voies directes du système optocinétique. Il faut savoir que les voies directes produiraient un nystagmus optocinétique asymétrique, alors que les voies indirectes rétablissent une réponse optocinétique symétrique. Donc, il nous reste le système de fixation, donc, qui est en grande partie assuré par les systèmes de stabilisation du regard, à savoir la poursuite et le système optocinétique, et dont le rôle est de réduire le bruit oculomoteur. Donc, pour ce qui est du bruit oculomoteur, c'est des mouvements oculomoteurs minimes produits involontairement, donc comportant un tremblement de haute fréquence et de faible amplitude, des microsaccades inférieures à 0,1 degré, ou bien des dérivées lentes de l'œil, des phénomènes de dérive lente de l'œil. Donc, ce système de fixation comporte un mécanisme de contrôle central impliquant le cervelet. Il faut savoir que l'inhibition des microsaccades au cours de la fixation oculaire dépend à la fois du contrôle inhibiteur cérébelleux, du cortex frontal et des noyaux gris centraux. Donc, pour conclure, je dirais que les mouvements oculaires dépendent de deux systèmes anatomiques. Un système périphérique d'exécution, dont l'atteinte entraîne la paralysie des mouvements oculaires élémentaires, et un système central de commande et de contrôle, dont l'atteinte entraîne les paralysies de fonction qu'on aura l'occasion de voir avec professeur Belhassan. Donc, j'insiste sur le fait qu'une parfaite connaissance de l'anatomie des voies de l'oculomotricité est indispensable pour l'examen clinique des troubles oculomoteurs et l'établissement de leur diagnostic topographique. Je vous remercie.